Ce besoin qu'on a de toujours comparer, il vient vraiment parce qu'il y a eu un irrespect beaucoup trop grand, qu'on est allé trop loin dans cet irrespect de nos capacités à être plus que juste à être défini par ce qu'on fait ou par qui on est. Aujourd'hui, on va parler du mythe de l'égalité et de pourquoi cette égalité crée plus de tension que d'harmonie. Cette chaîne s'adresse à celles et ceux qui ne cherchent plus à avoir raison, mais à se comprendre réellement dans leurs relations, dans leur travail et dans leur rapport à eux-mêmes. Bienvenue avec nous. Bonjour Julie. Bonjour Eliette. Puisqu'on parle autant d'égalité, pourquoi est-ce qu'en réalité, au quotidien, on voit que les relations sont de plus en plus tendues? Je pense que le besoin d'égalité, il a un peu été confondu avec ce moment de la libération de la femme, où la femme était depuis des décennies dans une soumission sociétale. Et, euh, et du coup, ben, ça a été un peu confondu entre on veut récupérer des droits, donc avoir l'égalité de droit, avoir accès à la même chose que les hommes, que ce soit le droit de vote, enfin voilà, tout ce qui s'est passé dans la société par rapport à ça. Et il y a eu un besoin des femmes d'aller faire basculer le pendule, tu sais, mais je pense que plus ce pendule, on va aller le basculer loin, plus on va rentrer dans quelque chose de néfaste aussi néfaste que ce que le patriarcat a pu être. Et donc aujourd'hui, je pense que cette question d'égalité, elle n'est pas prise vraiment du, depuis le bon angle, tu vois. C'est important de voir la soumission à laquelle les femmes ont été soumises dans de nombreuses situations, hein, pendant des décennies entières. Et il y a une info qui est intéressante à avoir par rapport à ça, c'est que ça prend du temps à changer, dans le sens où le devoir conjugal, il a été sorti de la loi en janvier 2026. C'est-à-dire là, juste maintenant, le devoir conjugal ne fait plus partie de la loi du mariage. Faut voir que on est dans une société qui, d'un côté, évolue très très vite et de l'autre, peine à comprendre tous les changements qu'il y a, tu vois. Oui, ça prend du temps, c'est sûr. Est-ce que tu observes que quand on traite pareil l'autre, ça produit plus de paix dans le couple, dans le travail, ou il y a des conséquences à ça, de vouloir traiter l'autre pareil? Quand on se traite pareil, ça peut pas fonctionner. Dans le sens où déjà, on est des êtres on est tous profondément différents, magnifiques et uniques. Donc on peut pas traiter deux personnes de la même manière. On peut pas automatiser le traitement de l'humain, c'est pas possible. Et de manière générale, en tant qu'humain, on va avoir tendance à offrir à l'autre notre meilleure solution. Ce qu'il y a, c'est qu'entre hommes et femmes, nos solutions, elles sont vraiment opposées. Parce que biologiquement, physiologiquement, on est différents. Et quand on offre notre meilleure solution à quelqu'un d'autre, surtout si c'est quelqu'un du sexe opposé, bah, ça va souvent faire plouf, ça va souvent tomber à côté des besoins de la personne. Du coup, ça va arrêter le fait qu'il y ait de la dynamique dans une relation, le fait qu'il y ait du mouvement, le fait qu'il y ait de la danse, tu vois? Oui, c'est un peu l'image du yin et du yang en fait. Mhm. Dans le yin, il y a du yang, il y a du féminin dans le masculin, il y a du masculin dans le féminin, et que si on n'accepte pas ces polarités, même si on a à l'intérieur l'autre, eh bien, il n'y a pas de danse possible dans l'univers, il n'y a pas de danse possible dans un couple, et Ouais, même c'est ça. de soi, en fait. Quand un homme ou une femme est figé dans sa polarité, apparente, par exemple, je pense aux hommes qui sont très masculins et qui refusent leurs émotions et leur féminin, ou aux femmes qui sont toutes émotionnelles et qui n'ont pas d'axe du masculin, il y a quelque chose qui marche pas non plus. Mhm. Ouais, c'est ça, ce qui fonctionne plus dans cette manière dont on perçoit, où on vit l'égalité aujourd'hui, c'est le fait que il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de danse, comme tu disais, dans la relation. Et du coup, la seule manière qu'on a aujourd'hui de venir remettre du mouvement, bah, ça va être de s'engueuler. Ça va être de se prendre la tête, de venir créer du conflit. Et le fait de créer ce conflit, ça va recréer du mouvement. Ça va remettre la relation en mouvement. Hmm. Ouais, c'est très intéressant. Et quand on parle d'égalité, je pense que ça peut être intéressant de regarder vraiment les définitions, parce qu'en fait, il n'y a pas une définition de l'égalité. Est-ce qu'on parle ici d'égalité de droit, égalité de besoin, égalité de fonctionnement? Qu'est-ce que c'est? Ben, l'égalité de traitement.
la manière dont on va traiter les personnes, elle va pas être la même dans tous les domaines. Parce que nos besoins sont différents. On ne peut pas avoir une égalité de besoins entre les êtres. Chaque être est unique et a des besoins qui lui sont propres par rapport à son histoire, par rapport à ce qu'il a vécu, que ce soit au niveau du prénatal, que ce soit dans son enfance, dans son éducation, dans l'environnement dans lequel il est. Et est-ce que tu peux nous redonner, Julie, les définitions de l'égalité? Peut-être on peut le regarder de différents points de vue. Alors, du point de vue philosophique, par exemple, l'égalité, c'est par rapport à une norme. Ça suppose qu'on regarde la relation par rapport aux termes que l'on compare, c'est-à-dire l'homme, la femme, par exemple, et aussi par rapport à ces termes et l'unité de référence. Mais là, quelque part, c'est quoi l'unité de référence pour un homme et une femme? Mm. Après, la définition de l'égalité classique, c'est le caractère que de deux réalités qui peuvent se substituer l'une à l'autre. Encore une fois, pour l'homme et la femme, est-ce qu'on peut substituer un homme par une femme? Bah non, parce qu'on a des rôles qui sont bien définis. La nature nous a façonnés vraiment différemment. On est foncièrement différents et on ne peut pas aujourd'hui, même si on voudrait parfois avec certaines intelligences artificielles, avec le développement de la médecine, etc., vouloir par exemple concevoir des enfants sans partenaire ou vouloir penser qu'on peut tout développer ou développer un embryon de manière artificielle, tu vois, ben, en fait, la vie, elle a besoin d'amour, donc déjà, la limite, elle va être très, très vite trouvée à ce niveau-là. Et ensuite, d'une manière plus courante, quotidienne, un homme ne va pas chez le gynéco quand il a des problèmes de prostate. Donc, on a une réalité qu'on ne peut pas substituer à l'autre sur plein de domaines différents. Et puis, il y a d'autres points de vue, et ça c'est intéressant. Par exemple, l'égalité du point de vue de la politique et du droit, c'est le principe selon lequel les humains partagent les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et dans ce cas-là, effectivement, là, on est d'accord. Mhm. Là, c'est évident que c'est une égalité qui est non négociable, mais qui est non négociable que ce soit au niveau des sexes, des genres, de la race, de l'ethnie dont on fait partie, peu importe en fait qui on est en tant qu'humain, ces droits-là, d'une définition politique, on va dire, ils sont non négociables en fait pour moi. Et ce besoin de comparaison-là, ce besoin qu'on a de toujours comparer, il vient vraiment parce qu'il y a eu un irrespect beaucoup trop grand, qu'on est allé trop loin dans cet irrespect de nos capacités à être plus que juste à être défini par ce qu'on fait ou par qui on est. Et du coup, on a perdu vraiment cette dynamique, ce lien et la reconnaissance de nos forces et de la beauté qu'on a, l'homme et la femme, quand on travaille ensemble dans la même direction. Il y a une autre définition qui est intéressante à observer là-dedans, c'est l'équité. Qu'est-ce que c'est que l'équité? L'égalité, c'est la vertu, en fait, qui consiste à régler notre conduite sur le sentiment naturel de ce qui est juste et injuste. Est-ce que du coup, vouloir être égaux, ça implique nécessairement qu'on va fonctionner de la même façon? Non, je pense pas, parce qu'en fait, on a une physiologie qui est complètement différente. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos que vous pouvez regarder sur, effectivement, du point de vue des hormones, testostérone en majorité pour l'homme, œstrogène pour la femme en grande, en majorité aussi. La force physique n'est pas la même non plus, on ne peut pas le nier, c'est relié aussi, hein. Le cerveau, on a vu que le cerveau, on a un cerveau qui se ressemble de l'extérieur, mais si on va voir comment se font les connexions, ça marche pas du tout de la même façon. Et justement, la relation à l'émotionnel, la relation aux objectifs, capacité que notamment les femmes à aller chercher, à faire des liens, n'est pas la même que celle des hommes. Et ça, on ne peut pas le nier. Notre physiologie est différente. C'est très beau quand on peut respecter l'autre, en fait, quand on est en capacité de le faire. Du coup, qui est-ce qui s'adapte le plus dans ce système qui valorise un seul mode de fonctionnement? Tout le monde s'adapte à différents niveaux et tout le monde en paye le prix. Dans le sens où il y a une image que j'aime bien partager, c'est qu'on est des êtres polarisés. Donc on a des polarités avec lesquelles ça va marcher et d'autres polarités avec lesquelles ça va pas fonctionner. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que quand la femme se suradapte parce qu'elle veut récupérer des droits qu'elle n'a pas eus pendant longtemps, ben en fait, elle va changer de polarité.
parce qu'elle va être beaucoup dans son masculin. Et ce qui se passe, c'est que l'homme a plus le choix que de switcher dans son féminin pour que ça fonctionne encore. Sauf que, encore une fois, ce fonctionnement-là, au niveau hormonal, ça vient tout casser. Donc, on a besoin tous les deux de retrouver nos polarités biologiques pour que ça puisse fonctionner et qu'on puisse vraiment être euh, en soutien, en force, en espace d'empuissancement vraiment l'un de l'autre, côte à côte, pour pouvoir avancer ensemble. Et par rapport à ces histoires d'hormones, c'est important aussi de connaître ce chiffre-là, que en fait, la testostérone chute drastiquement chez les hommes ces dernières années. Ces 50 dernières années, les hommes d'une vingtaine d'années, donc le moment où l'homme va avoir entre 20 et 25 ans, les taux de testostérone les plus hauts, ça peut aller jusqu'à 35 ans, les taux de testostérone de l'homme ont chuté de 25% en moins. Donc l'homme, plus on avance, et moins il a de testostérone. Donc il a besoin de retrouver des modèles de masculin, il a besoin de retrouver des modèles qui l'inspirent, des modèles qui lui permettent de savoir qu'est-ce que c'est que d'être vraiment un homme dans la beauté du masculin et de comment le mettre en place. Et ça, c'est des choses aujourd'hui qui sont quand même assez peu fréquentes. Et tu sais, par rapport à ça, c'est intéressant, puisque tu parles des hommes d'une vingtaine d'années. Je pense aux adolescents d'aujourd'hui qui, selon Françoise Dolto, qui disait qu'à 7 ans déjà, en tant qu'être humain, on devrait pas être adulte, mais on devrait vraiment déjà commencer à être grand. Et c'est le cas dans les sociétés dites primitives. À partir de 12 ans, il y a des rites de passage, ce qu'on ne fait pas chez nous. Donc il y a une histoire avec autour de tout ce qui est adolescence qui n'est pas juste quelque part parce qu'on mène nos adolescents dans une espèce de cocon. Et alors ils sont sur leur téléphone, ils sont dans leur chambre, ils bougent pas. Et en fait, moi je le vois vraiment avec les adolescents hommes, les jeunes hommes. Ce manque de mouvement, ce manque d'objectif, c'est pas du tout le cas par exemple pour les fils de paysans, parce que les fils de paysans, depuis qu'ils sont tout petits, sont avec leur père au champ ou avec leur mère, ils font quelque chose, ils ont un but dans la vie, il y a du sens, ils sont reliés à la terre, au ciel, il y a vraiment quelque chose qui est concret. Et moi, je vois par exemple les adolescents masculins, les jeunes hommes qui sont en ville. Eux, ils sont dans leur chambre, sur leur téléphone, ils voient même pas le jour. Et ça donne vraiment des jeunes hommes qui sont pas du tout dans leur masculin. Et comme tu le dis, qui vont pas avoir de testostérone à 20-25 ans. Et effectivement, c'est une grande problématique à laquelle on pourrait s'adresser. On pourrait faire aussi une autre vidéo complète là-dessus. Ouais, je pense qu'on fera une vidéo juste sur les adolescents parce que c'est très très important et que cette idée de rite de passage, elle est absolument nécessaire autant pour les hommes que pour les femmes. Ils se font complètement différemment, mais de dire, ben, en fait, de partager aux jeunes garçons comment, comment leur père, leur modèle masculin ont fait pour faire cette transition de garçon à homme et à quels endroits ils sont hommes et à quels endroits il y a une part d'eux qui n'a pas encore fait ce rite-là, parce qu'il n'a pas été complet, etc. Tu vois, donc c'est comment, sans être mis face à eux-mêmes, les garçons ne vont pas faire cette transition vers l'état de homme, vraiment, d'aller réveiller ce masculin-là qui est souverain, qui est stable, qui est puissant. Et donc, c'est tellement, tellement important aujourd'hui de trouver des espaces où les hommes sont confrontés à eux-mêmes pour aller vraiment chercher à réveiller ce masculin-là. Tu as tout à fait raison, parce que c'est vrai que dans notre société où on met les jeunes hommes dans un cocon, il n'y a pas cette possibilité, hein, parce qu'il y a peur toujours qu'ils se fassent mal ou autre, il n'y a pas cette possibilité d'être confronté à soi. Et je pense aux quêtes de vision des Amérindiens, où ils étaient justement protégés, hein, spirituellement aussi, mais il y avait affronter ses peurs. Et je pense que ça manque beaucoup aujourd'hui. Ouais. Mm, mm, mm. Du coup, pourquoi est-ce qu'à ton avis, certaines femmes peuvent réussir extérieurement et on peut penser de l'extérieur que tout va bien, mais qu'à l'intérieur, en fait, elles s'épuisent complètement? Bah, ça, on en a déjà beaucoup parlé dans la vidéo précédente, donc n'hésitez pas à aller la revisionner aussi, parce que les femmes sont déconnectées de leur cycle, de leur réalité hormonale qui est sur 28 jours et pas sur 24 heures comme celle de l'homme, notamment avec le monde du travail, avec tout ce qu'on demande aux femmes aujourd'hui. Et en tant que femme, on a besoin de prendre notre temps, on a besoin de ralentir, parce que l'énergie féminine, elle a
une lenteur, elle a quelque chose de plus intériorisé, de plus posé. Euh, donc ouais, je vous invite vraiment à retourner voir la vidéo précédente qu'on a fait par rapport à ça. Du coup, si on parle des hommes, pourquoi est-ce que certains se sentent disqualifiés ou inutiles, à ton avis, malgré leur engagement vis-à-vis de nous? Parce que les hommes, ils ont tellement besoin d'être reconnus. C'est la reconnaissance pour l'homme, c'est leur carburant. Tandis que nous, en tant que femmes, aujourd'hui, c'est juste, ben en fait, t'as pas fait ça. Ben en fait, ça, c'est pas comme il faut. Parce que en tant que femme, quand on se dit des choses comme ça va nous permettre d'évoluer. Et les hommes, eux, ça les éteint complètement. Donc pourquoi est-ce que ils ont pas, malgré leur engagement, ils se sentent moins bien, tu sais, ils se sentent pas assez et tout ça? C'est parce qu'ils ont juste pas de retour de notre part la plupart du temps. Que en tant que femme, on sait plus comment exprimer ça comme on est déconnecté de notre féminin. Et je vais partager un exemple qui se passe, que je vois beaucoup à travers les couples que j'accompagne. C'est juste la femme qui sait ce qui lui plaît quand son compagnon fait quelque chose, mais qui est incapable de l'exprimer. Parce que le ressentiment qu'il y a autour est tellement immense. Et donc c'est arrêtons de passer par la parole. Juste prendre un temps en tant que femme, tu sais, de juste ressentir, ah ok, là il a fait ça, ben moi je me sens comme ça. Et je le ressens et je laisse juste le sourire de ce que je ressens se mettre sur mon visage. Et un sourire, ça suffit à un homme pour avoir de la reconnaissance. Il n'a pas besoin de grands mots, il n'a pas besoin de grands discours. Pour tous les petits gestes du quotidien, juste un sourire pour faire sentir ce qui se passe. Tu vois, il y avait un autre de mes clients récemment qui me disait, bah oui, mais en fait, j'ai vraiment la sensation que les retours des femmes aujourd'hui, c'est beaucoup des mots vides. Tu sais, des ah merci, mais qui sont sans sentiment, sans émotion à l'intérieur. Et ça va blesser l'homme profondément de dire, ben en fait, à quoi ça sert que je fasse ça? Il n'y a aucun retour. Donc, donc, en tant que femme, je vous invite vraiment à apprendre à ressentir ce qui se passe en vous quand ce que fait un homme, ça vous fait du bien. Et juste le laisser émaner sur votre visage. Juste le laisser là, à faire venir votre sourire sans rien faire d'autre. Et le montrer. Juste montrer ça à l'homme, ça lui donne une force qui est phénoménale. Et le fait de reconnaître ce que fait l'homme, ça va lui donner la puissance de soulever des montagnes et de créer un nouveau monde, en fait, pour nous, pour la famille, pour ce microcosme auquel il dédie sa vie. Hmm, c'est beau. Du coup, qu'est-ce que cette logique, à ton avis, produit dans la répartition des rôles émotionnels? Bah, quand l'homme se renferme émotionnellement, il a besoin de temps pour lui. Il a besoin de temps seul. Alors que les femmes, elles, quand elles se sentent pas bien, elles vont avoir besoin de parler, de parler, de parler et de parler. Sauf que quand une femme vient voir un homme pour parler, elle a juste besoin de partager. Mais lui, en tant qu'homme, quand il reçoit ça, ce qu'il comprend, c'est ouh, il faut que je trouve une solution. Donc, je vais lui proposer toutes les solutions qui me passent par la tête. Et là, on commence à être dans quelque chose qui fonctionne pas. Parce que chacun amène sa solution à l'autre et ça marche pas. Et donc, tant qu'on essaye de rester dans ce microcosme pour répondre à nos besoins sans les comprendre, ça ne peut qu'exploser. Et clairement, aujourd'hui, faire porter son poids, son besoin de parole en tant que femme juste sur son partenaire, c'est impossible. Donc, on a besoin d'amis, on a besoin de gens autour de nous, on a besoin de thérapeutes, de coachs qui nous permettent d'aller parler, d'aller partager, d'aller processer ce qui se passe à l'intérieur pour comprendre. Parce qu'en tant que femme, ce qui nous permet de savoir ce qui se passe à l'intérieur, c'est justement le fait de s'entendre dire, le fait de faire sortir les choses par la parole. Ça nous permet en tant que femme de les comprendre. Donc, en tant qu'homme, quand vous réussissez à écouter une femme sans apporter de solution, vous êtes sa solution. John Gray dit souvent qu'il ne faut pas demander sans cesse à un homme comment il se sent, plutôt ce qu'il pense, mais plutôt en tant que femme, apprendre nous à exprimer comment on se sent en tant que femme, même si l'homme ne nous pose pas la question, en fait, non? Oui, c'est ça. En fait, c'est intéressant parce que en tant que femme, quand on va vers un homme, typiquement vers notre partenaire, et qu'on lui dit, ah, comment tu te sens avec cette situation? Ou qu'est-ce que tu penses de ça? C'est pas parce qu'on a foncièrement besoin de savoir ce qu'il en pense. Biologiquement, c'est pas ça notre besoin. Ça, c'est, on a la sensation qu'on a besoin de ça. Mais notre besoin en tant que femme, c'est de savoir nous
comment on se sent. Et donc, c'est vraiment inviter cette conscience, cette attention intérieure de, OK, si j'ai envie de poser cette question, je vais d'abord prendre le temps de moi, savoir comment je me sens, de moi, savoir qu'est-ce que j'en pense de la situation, et de le partager. Et là, de là va venir un échange, ou de là, ça va inspirer l'homme à faire autre chose. Et du coup, on recrée une dynamique qui est vertueuse et qui va nourrir la relation vers le haut et pas qui va la tirer comme, une grosse spirale négative, tu sais, la tirer vers le bas et puis faire que ça va être tout plat puis qu'il va plus rien avoir, qu'on va perdre le mouvement, quoi. Hmm. Du coup, qu'est-ce qui se passe pour toi, à ton avis, quand on n'ose plus nommer ce qui est différent parce qu'on a peur de mal faire? Ce qui arrive souvent dans une relation. Quand on a peur de mal faire, on commence à venir réactiver les blessures d'enfance. Et en général, ça se passe quand on a atteint un peu le stade de la déconnexion dans la relation. Et toutes ces blessures d'enfance, elles vont venir être activées parce qu'on est dans des schémas qu'on a eus dans notre éducation, dans notre environnement. Et en fait, ça vient juste, dès qu'il y a des choses qui sont un peu, qui viennent activer notre système de survie, ça vient mettre notre système nerveux en alerte. Et quand on est en alerte, on n'est plus en capacité de répondre depuis un espace conscient, de répondre depuis un espace euh, de présence dans la situation. Et donc, quand on est deux êtres à être avec notre système nerveux en mode survie, on peut plus se connecter. On ne peut que se repousser l'un et l'autre dans une déconnexion. De toute façon, ce que tu fais, ça va pas. De toute façon, tu as dit ça alors que moi, je voulais ça. Et on crée vraiment des étincelles, mais des étincelles de guerre un peu de partout, tu vois. Et c'est un peu cette idée de quand on est dans cette activation permanente, et dans ce renfermement intérieur l'un et l'autre, on finit par vivre dans une maison propre où on fait plus l'amour, tu sais, où les choses, où la maison, elle est gérée comme une entreprise, donc les choses qui doivent être faites sont faites, mais il n'y a plus de lien, il n'y a plus de relation, il n'y a plus de connexion qui existe au sein des deux partenaires, au sein du couple. Complètement. Et je pourrais rajouter que quand on est dans la guerre des tranchées dont tu parles, dans un couple, euh, on n'a plus la connexion de base quand on s'est rencontrés. En fait, ce que les gens ne savent pas en général, c'est que la connexion, elle se fait avec nos enfants intérieurs, parce que c'est notre part la plus reliée à notre âme. C'est vraiment notre part la plus pure. Et en fait, c'est ça qui va connecter au début de notre relation et c'est ça qui fait que on projette sur l'autre nos aspirations et l'enfant se dit, oh là là, je vais avoir quelqu'un qui va me faire tout le bien, inconsciemment évidemment, que mes parents ne m'ont pas fait. Donc on va chercher ça chez l'autre et puis au bout de, ça dépend, entre 1 an, 2 ans, 3 ans, effectivement, on rentre dans la guerre des tranchées parce que évidemment l'autre et nous-mêmes, on va blesser l'autre, forcément, on va retrouver nos schémas. Et en fait, on se retrouve dans cette guerre des tranchées et la seule solution, et ça, c'est pas évident, c'est que celui qui est le plus conscient des deux rentre dans sa vulnérabilité, en fait. C'est ça la solution. Et si ça vous intéresse, il y a un livre très beau et très intéressant, très pragmatique de Véronique Brard, Brard, qui s'appelle La vulnérabilité, clé des relations. Ah, merci pour ce livre, Julie. Euh, du coup, pourquoi est-ce qu'il y a autant de malentendus qui naissent de bonnes intentions? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, tu sais, de vouloir toujours offrir sa meilleure solution à l'autre. Et en fait, c'est un moment où, comme tu dis, au début de relation, on va projeter notre idéal sur quelqu'un d'autre sans vraiment prendre le temps de savoir comment notre partenaire est, ce qu'il aime ou ce qui fonctionne pour lui. Donc, dans cette offre de meilleures solutions, on va assumer qu'on connaît l'autre. Et à partir du moment où on assume qu'on connaît l'autre, on commence à éteindre la relation petit à petit. Quand on sort de l'état de la lune de miel, la relation, elle commence à perdre de la profondeur. Donc, c'est important de toujours, toujours revenir dans ce qui nous anime chez l'autre et de continuer à l'alimenter, de continuer à rester dans une lune de miel permanente tout au long de la relation, parce que c'est ça qui va la faire durer. Hmm. En fait, quand je demande à l'autre de s'ajuster, de s'adapter, parce que quelque chose ne me plaît pas, qu'est-ce que ça suppose en fait comme conscience de soi? C'est important de comprendre que tout changement part de nous, vraiment. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, faut arrêter de reprocher à l'autre.
et juste revenir se positionner dans, OK, si moi je viens amener quelque chose de différent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change? Parce que si je continue à amener la même chose, il n'y a aucune raison qu'il y ait quelque chose qui change. Et on ne peut pas demander à l'autre de changer. Si on demande à l'autre de changer, ça veut dire qu'on l'aime pas. Ça veut dire qu'on aime un potentiel, mais on n'aime pas la personne avec qui on est. Mm. Donc aimer quelqu'un, c'est vraiment d'aller l'aimer comme elle est, comme il est. Et encore une fois, de revenir par soi pour chercher à transformer la manière, chercher vraiment à changer les lunettes avec lesquelles on voit la situation et de se dire, bah aujourd'hui je vois, j'ai des verres tout bleus, aujourd'hui je vois la situation, c'est tout bleu. Ok, mais si je pose mes lunettes et que je choisis d'en mettre d'autres qui ont des verres roses, ah bah là je vais voir les choses un peu différemment. Bizarrement, ça je le voyais comme ça, mais aujourd'hui ça va me sembler différent. Donc c'est venir un peu se mettre à l'écart de la situation, tu sais, c'est vraiment venir s'en extraire émotionnellement et se dire quelle est la réalité si je suis plus moi dans ce marasme émotionnel quelquefois dans lequel on peut être bloqué. Mm. Du coup, est-ce que quand je reconnais une différence, ça oblige forcément à renoncer à ce dont on parlait tout à l'heure, qui est l'équité? Non, je pense pas. Je pense que ça nous oblige à aller comprendre l'autre ou comprendre la situation différemment. Ça nous oblige à aller expérimenter un niveau supérieur de connexion avec l'autre, de connexion à soi-même, puis de connexion avec l'autre. C'est vraiment, tu sais, cette image de deux personnes qui sont ensemble et qui sont juste face à face, qui se regardent et qui se regardent juste l'un l'autre, qui vont être dans une relation purement horizontale. Tandis que si on choisit d'avancer deux personnes côte à côte et qu'on va regarder dans la même direction, qu'on va avoir un idéal, qu'on va chercher vraiment qu'est-ce qui nous alimente de manière supérieure à juste ce qui se joue ici dans le quotidien. C'est-à-dire on peut l'appeler comme on peut regarder une conscience supérieure, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler l'univers, peu importe le nom que vous lui donnez. Mais c'est vraiment cet état intérieur qui va nous inspirer, qui va nous nourrir. Est-ce qu'on regarde dans la même direction à deux? Est-ce qu'on avance côte à côte, peu importe ce qu'on traverse dans cette même direction? Pas de renoncer à l'équité quand on reconnaît les différences, mais au contraire, de vraiment se laisser guider dans cette voie qui nous anime tous les deux. Mais encore faut-il l'avoir, cet idéal commun. Si on n'a pas d'idéal commun dans une relation, là, ça va être difficile d'avancer ensemble. Pour conclure, ce que je vous invite à faire, c'est à vous poser la question, à quel point l'égalité est-elle importante dans votre relation, dans votre quotidien, que ce soit dans votre relation de couple ou dans vos relations en général? Qu'est-ce qu'elle signifie, cette égalité pour vous? Et est-ce que c'est vraiment ce que vous recherchez? Merci à tous. Si vous aimez nos partages, n'hésitez pas à les partager avec des amis, à liker, à enregistrer, à vous abonner aussi, et puis à nous suivre sur nos prochaines vidéos. La semaine prochaine, revenez avec nous. On vous parle des hormones et de pourquoi les hommes et les femmes ne vont pas récupérer de la même façon au niveau hormonal.